Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Les gens d'autrefois étaient comme nous aujourd'hui. Mais pas tout à fait. Dans le soi-disant bon vieux temps, il s'agissait davantage de survie pour les plus forts et les plus chanceux, car même la science leur a fait défaut. Aujourd'hui, nous allons vous montrer 20 choses étranges du passé qui étaient normales, mais qui ne le sont plus. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Les réveils humains professionnels étaient des personnes embauchées dans le passé afin de réveiller les autres à une heure précise. Cette personne utilisait un bâton pour frapper aux portes ou aux fenêtres des clients, parfois même avec un souffleur à poids pour les fenêtres des étages supérieurs. Ils ne sont partis que lorsqu'ils étaient sûrs que le client était réveillé. Cette profession était particulièrement populaire dans les grandes villes industrielles comme Manchester et Londres et était souvent exercée à la fin des années 1920 et dans certaines régions même jusque dans les années 1950. Les réveils humains professionnels ne partaient pas non plus tant qu'ils n'étaient pas sûrs que la personne s'était correctement réveillée. Ce service était particulièrement utile pour les personnes ayant des difficultés à se réveiller ou ayant des obligations importantes. Numéro 19. Au XVIIIe siècle, il était courant que les riches propriétaires de terre encourageaient les gens à vivre en ermite dans les jardins. Ces individus vivaient dans des grottes spécialement conçues ou dans de petites structures situées dans des jardins, situés sur de vastes domaines de propriétaires fonciers. Ils s'inscrivaient dans une tendance née en réponse à la tradition anglaise des jardins paysagers et à l'influence du philosophe Jean-Jacques Rousseau qui prônait un retour à la nature. Cela impliquait que de riches propriétaires fonciers embauchaient des individus pour s'habiller en druides, se laisser pousser les cheveux longs et vivre dans des conditions rustiques au sein d'ermitages spécialement construits. Les ermites des jardins étaient souvent choisis pour leur excentricité et leur capacité à divertir les invités et leur comportement inhabituel. Ils vivaient généralement isolés et passaient leur journée à pratiquer des activités telles que le jardinage, la lecture ou les instruments de musique. Certains ermites des jardins étaient même connus pour effectuer des tâches simples comme balayer ou entretenir le jardin. Même si la tendance des ermites des jardins s'est principalement répandue en Angleterre, elle s'est également étendue à l'Écosse et à l'Irlande. Numéro 18. Dans le passé, il y a eu des cas où des matières radioactives ont été utilisées dans des produits de consommation. Par exemple, le Raditor était une boisson énergisante populaire au début du XXe siècle qui contenait de petites quantités de radium dissous dans de l'eau distillée. Il a été présenté comme un remède contre diverses maladies, mais s'est finalement révélé mortel après enquête. L'athlète américain Eben Byers, qui buvait jusqu'à 3 bouteilles de Raditor par jour pendant des années, en mourut en 1932. Un autre produit était Thoradia, une crème pour le visage qui contenait également des substances radioactives. Il a été fabriqué et vendu dans les années 1930 et 1960. Le radium était également un produit nocif utilisé dans le dentifrice au début du XXe siècle. À cette époque, on croyait qu'il avait des effets bénéfiques sur la santé et il était incorporé dans divers produits de consommation, notamment le dentifrice et les cosmétiques. L'idée derrière l'utilisation du radium dans le dentifrice était que les propriétés radioactives du radium auraient un effet éclaircissant sur les dents. Un cas bien connu est celui des Radium Girls qui travaillaient dans des usines où elles peignaient des cadrans de montres avec de la peinture à base de radium. Ces travailleurs ont subi de graves conséquences sur leur santé, notamment des dommages aux os et aux tissus suite à l'ingestion et à la manipulation de la peinture radioactive. Il y a également eu des cas où du radium a été ajouté à l'eau potable. Au début du XXe siècle, certains jouets contenaient des matières radioactives, comme de la peinture phosphorescente. Numéro 17. Les procès de sorcières et les exécutions publiques sont des chapitres sombres de l'histoire qui reflètent les croyances religieuses et les systèmes juridiques de leur époque. Les procès de sorcières étaient une série d'interrogatoires et de poursuites qui ont eu lieu dans diverses parties du monde, notamment en Europe et en Amérique coloniale entre le XVe et le XVIIIe siècle. Les accusations de sorcellerie étaient souvent fondées sur la superstition. Les femmes étaient principalement accusées de conclure des pactes avec le diable et de pratiquer une magie nuisible. Les procès des sorcières de Salem en 1692, dans le Massachusetts colonial, comptent parmi les cas les plus connus. Plus de 200 personnes ont été accusées et 20 ont été exécutées, pour la plupart par pendaison.
Les accusés ont été confrontés à des conditions difficiles en attendant leur procès, notamment l'emprisonnement, la torture et des traitements inhumains. Les exécutions publiques ont été une forme de châtiment courante tout au long de l'histoire, souvent utilisée comme moyen de dissuasion et de spectacle public. De grandes foules y assistaient fréquemment, ce qui en faisait des événements publics. Numéro 16. Les bandages des pieds étaient une pratique culturelle qui existait en Chine depuis des siècles, principalement du Xe au début du XXe siècle. Il s'agissait de comprimer et de remodeler les pieds des filles dans les buts de les rendre aussi petits que possible. Les pieds bandés étaient considérés comme un élément attrayant et un symbole de beauté et de statut social. Il était principalement pratiqué par la classe supérieure, mais adopté plus tard par les classes inférieures comme moyen d'améliorer leur perspective sociale. Ce processus a cependant été douloureux et a eu des conséquences à long terme. Le processus de reliure consistait à plier les orteils sous le pied, à briser la voûte plantaire et à envelopper étroitement le pied avec des bandages. Les fixations se sont resserrées au fil du temps, provoquant le pliage du pied au niveau de la voûte plantaire et le pressage des orteils sous la semelle. Les pieds bandés entraînaient de graves déformations et limitations physiques, rendant la marche difficile pour les femmes et entraînant des défis permanents. Pour ces raisons, il a finalement été interdit en Chine en 1912 en raison de l'évolution des circonstances sociétales. Numéro 15. Les zoos humains ou les expositions coloniales étaient des expositions publiques dans lesquelles des personnes de différentes cultures et ethnies étaient présentées comme des expositions vivantes. Ces expositions furent répandues du 19e siècle au début du 20e siècle et furent principalement organisées en Europe et en Amérique du Nord. Le but des zoos humains était de satisfaire la curiosité du public européen et de renforcer les idéologies colonialistes de supériorité raciale et de domination culturelle. Les peuples autochtones d'Afrique, d'Asie, des Amériques et d'autres régions étaient souvent amenés en Europe et en Amérique du Nord pour être exposés dans ces zoos. Ils étaient présentés comme exotiques et primitifs pour le divertissement et l'éducation des spectateurs. Les expositions ont été conçues pour recréer un environnement naturaliste, souvent avec des villages ou des habitats reconstitués, destinés à suggérer les pays d'origine des individus exposés. Cependant, ces personnes ont été soumises à l'objectification, à la déshumanisation et à l'exploitation. De plus, ils étaient souvent contraints d'accomplir des rituels culturels, des danses ou d'autres activités pour le plaisir du public. Au milieu du XXe siècle, les zoos humains avaient heureusement largement disparu. Numéro 14. Au début du XXe siècle, il y a eu des cas où des enfants ont été envoyés par la poste en utilisant le service de colis postaux aux États-Unis. Cette pratique, bien que rare, s'est produite à une époque où les réglementations concernant ce qui pouvait ou non être envoyé par la poste n'étaient pas bien définies. L'introduction du service de colis postaux le 1er janvier 1913 a permis aux Américains d'envoyer des colis pesant jusqu'à 11 livres via le système postal américain. Certains parents ont profité de ce service et ont tenté d'envoyer leurs enfants chez des parents ou vers d'autres destinations. Un exemple notable est celui d'un couple de l'Ohio qui a envoyé son nouveau-né par colis postal à la maison de la grand-mère, située à environ 1,6 km. Les parents ont payé 15 cents pour les timbres-poste et a assuré l'enfant pour 50 $, après quoi le facteur a livré le bébé en toute sécurité à sa grand-mère. Des réglementations ont finalement été établies pour empêcher de nouveaux envois postaux d'enfants et en 1920, la pratique a été officiellement interdite. Il convient de noter que les enfants envoyés par la poste étaient généralement accompagnés par des postiers et n'étaient pas simplement emballés et envoyés comme des colis ordinaires. Numéro 13. Les soutiens-gorge torpedo étaient un style de sous-vêtement féminin apparu dans les années 1940 et qui a gagné en popularité dans les années 1950. Ces soutiens-gorge se caractérisaient par leur bonnet en forme de cône qui poussait les seins vers l'avant, créant une silhouette pointue. La forme a été obtenue grâce à des coutures plutôt qu'à l'utilisation de fils. Le design a été influencé par les tendances de la mode de l'époque et visait à mettre en valeur la forme naturelle du corps humain, créant une silhouette de sablier glamour. Le terme soutien-gorge torpille est né pendant la Seconde Guerre mondiale, reflétant la forme conique rappelant les balles ou les torpilles. Numéro 12.
Les appareils de bain de plage ont fait leur début dans les années 1750 alors que les maillots de bain n'avaient pas encore été inventés et que la plupart des gens nageaient encore nus. Une machine de bain de plage, également connue sous le nom de cabine de bain, était un appareil utilisé au XVIIIe et XIXe siècle pour assurer pudeur et intimité aux individus lorsqu'ils enfilaient leur tenue de bain et entraient dans l'eau. Il s'agissait généralement de charrettes en bois recouvertes de parois conçues pour être roulées dans la mer. Il fournissait un espace privé où les gens pouvaient changer de vêtements et entrer dans l'eau sans être vus par les autres. La conception des machines variait, allant des murs en bois massif aux murs en toile avec un cadre en bois. Ces machines pour le bain de plage étaient particulièrement populaires à l'époque victorienne en Grande-Bretagne. À cette époque, il existait des normes sociales strictes et des normes de pudeur, en particulier pour les femmes. Les machines permettent aux femmes de profiter de la plage et de l'eau tout en préservant leur intimité et en respectant les attentes sociétales. Ces machines étaient souvent actionnées par des préposés qui les poussaient dans l'eau. Une fois dans l'eau, les nageurs pouvaient sortir de la machine et profiter de leur temps en mer. Les appareils de bain de plage étaient largement utilisés dans les stations balnéaires bordant le littoral. Numéro 11. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, plusieurs villes des États-Unis ont adopté des lois connues sous le nom de loi LED. Ces lois étaient de nature discriminatoire et interdisaient aux individus considérés comme inesthétiques, mutilés ou déformés d'apparaître dans l'espace public. Le but de ces lois était de soustraire les personnes ayant un handicap visible à la vue du public. Ces lois faisaient partie d'un mouvement social plus large connu sous le nom d'eugénisme. L'idée était de promouvoir l'amélioration de la composition génétique de la population en excluant les individus présentant des déficiences physiques ou mentales perçues. Les lois étaient souvent justifiées sous couvert de santé publique et de maintien de l'ordre public. Cependant, l'application de ces lois variait selon les villes. Certaines villes ont imposé des amendes ou des peines d'emprisonnement aux individus qui enfreignaient les lois, tandis que d'autres comptaient sur la police pour expulser ces individus des espaces publics. Numéro 10. De quoi étaient faites les serviettes menstruelles autrefois? Voici l'une des réponses. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, une entreprise appelée Sphagnum Moss Products fabriquait des serviettes menstruelles à base de mousse de sphaigne et de gaz. La sphaigne, qui possède des propriétés absorbantes et antibactériennes, a été cultivée dans le nord-ouest du Pacifique et transformée par l'entreprise. La mousse était ensuite enveloppée dans une enveloppe de gaz pour créer les serviettes menstruelles. Ces tampons, connus sous le nom de Sphagnakins, étaient présentés comme étant plus absorbants que le coton et prétendaient avoir des propriétés antibactériennes. L'emballage présentait l'image d'une femme portant une casquette de la Croix-Rouge américaine, faisant référence à l'origine du produit comme étant un pansement chirurgical. Malgré ces affirmations, Sphagnakins n'a pas connu de succès significatif sur le marché de l'hygiène féminine. L'utilisation de la sphaigne était une approche unique à cette époque. La disponibilité de matériaux alternatifs et les progrès technologiques ont finalement conduit au développement de produits plus courants et commercialement réussis. Numéro 9. La tradition du trick-or-treat a évolué au fil du temps et trouve ses origines dans diverses pratiques culturelles. Faire du porte-à-porte et recevoir des friandises remonte aux anciennes traditions celtiques. Les Celtes célébraient Samhain, une fête marquant la fin de la saison des récoltes et le début de l'hiver. Pendant Samhain, on croyait que les esprits et les fées parcouraient la terre et que les gens laissaient des offrandes de nourriture à l'extérieur de chez eux pour les apaiser. Dans l'Europe médiévale, l'Église catholique célébrait la fête des morts le 2 novembre. Ce jour-là, les personnes démunies faisaient du porte-à-porte, offrant des prières pour les défunts en échange de nourriture. Cette pratique était connue sous le nom de Sowling et est considérée comme l'un des premiers précurseurs du trick-or-treat moderne. En Écosse et en Irlande, la tradition du guising a émergé. Les enfants et les jeunes adultes s'habillaient de costumes et allaient de maison en maison, où ils chantaient des chansons, récitaient des poèmes ou racontaient des blagues en échange de friandises. La tradition du trick-or-treat telle que nous la connaissons aujourd'hui trouve ses origines dans les premières célébrations américaines d'Halloween. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, les fêtes d'Halloween et les événements communautaires sont devenus populaires. Les enfants s'habillaient de costumes et allaient de maison en maison pour demander des friandises. Numéro 8. Au début du 19e siècle, on estimait que plus de 50% des travailleurs de certaines usines britanniques étaient des enfants de moins de 14 ans.
Ces enfants étaient employés dans diverses industries, notamment des usines textiles, des mines de charbon et des usines. Ils devaient souvent travailler de longues heures, parfois jusqu'à 12 heures par jour, avec seulement de courtes pauses pour les repas et le thé. Ces horaires de travail épuisants laissaient peu de temps pour se reposer, s'instruire ou profiter de leur enfance. Le travail pénible a également entravé leur croissance. L'une des principales raisons pour lesquelles le travail des enfants était si répandu au cours de cette période était le fait que les enfants pouvaient être bien moins payés que les travailleurs adultes. Les employeurs en ont profité et ont profité de la situation désespérée des familles vivant dans la pauvreté. Les conditions de travail des enfants sont souvent dangereuses et préjudiciables à leur santé. Par exemple, ils ont été exposés à des machines dangereuses, à des produits chimiques toxiques et à des tâches physiquement exigeantes. Ils étaient également confrontés à un manque de mesures sanitaires et de sécurité appropriées, ce qui entraînait de fréquents accidents. Heureusement, le mouvement visant à mettre fin au travail des enfants s'est accéléré à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Numéro 7. Le retournement de table était un type de séance devenu populaire en Amérique et en Europe à l'époque victorienne. Une séance est un rassemblement public au cours duquel on tente de communiquer avec les esprits. À cette époque, l'un des phénomènes impliquait que les participants s'asseyaient autour d'une table, posaient leurs mains dessus et concentraient leurs pensées sur la réception de réponses du monde des esprits. La pratique du retournement de table comprenait généralement une table en bois de petite à moyenne taille, une pièce faiblement éclairée et un sentiment d'aventure ou d'ouverture d'esprit. Les participants posaient leurs mains sur la table, les doigts écartés, et posaient des questions aux esprits. Ils attendaient alors que la table bouge ou s'incline en réponse aux requêtes. Le tournage des tables est devenu un engouement victorien au milieu du 19e siècle et était pratiqué aussi bien dans les grands salons, les salons de taille moyenne que les cuisines modestes. Cela a également attiré l'attention des scientifiques. Un homme nommé Richard Wiseman a recréé des séances victoriennes pour étudier le pouvoir de la suggestion et la susceptibilité des gens aux croyances paranormales. Dans ces expériences, des cloches, des boules et des maracas peints de manière lumineuse semblaient bouger sous les yeux des participants, laissant croire à certains qu'ils avaient été témoins du surnaturel. Pensez-vous que cela a réellement fonctionné? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 6. On croyait autrefois que la cigarette pouvait guérir l'asthme, et fumer pendant la grossesse n'était pas encore reconnu comme nocif. Dans le passé, le tabagisme était largement accepté et même encouragé dans certaines sociétés. C'était considéré comme une activité sociale. L'industrie du tabac a toujours mené des campagnes de marketing minimisant les risques liés au tabagisme et ciblant des groupes démographiques spécifiques, notamment les femmes enceintes. En fait, certaines mères fumaient intentionnellement des cigarettes pour atténuer leur anxiété liée à la grossesse, ce qui, avec le recul, n'a aucun sens. L'asthme est une maladie chronique qui affecte les voies respiratoires des poumons, provoquant une inflammation et un rétrécissement des voies respiratoires. Elle se caractérise par des symptômes tels qu'une respiration sifflante, de la toux, un essoufflement et une oppression thoracique. Bien qu'il existe différents traitements afin de gérer l'asthme et soulager les symptômes, il n'existe actuellement aucun remède connu contre l'asthme. Numéro 5. La saignée est une pratique médicale ancienne qui consiste à prélever délibérément du sang sur le corps d'une personne. Il a été pratiqué dans diverses cultures à travers l'histoire avec des méthodes et des objectifs différents. La saignée était basée sur la croyance que les déséquilibres dans les humeurs du corps, sang, mucosité, bile jaune et bile noire, provoquaient des maladies et que l'élimination du sang pouvait rétablir l'équilibre et favoriser la guérison. Historiquement, cela a été réalisé à l'aide de diverses techniques. La méthode spécifique et le lieu de la saignée variaient en fonction de la maladie perçue. Par exemple, on pensait que la saignée provenant de veines ou d'artères spécifiques pouvait traiter des affections telles que la fièvre, l'inflammation ou la congestion. La phlébotomie thérapeutique est une procédure médicale dans laquelle le sang est intentionnellement prélevé du corps d'une personne à des fins thérapeutiques. Il est souvent utilisé pour traiter des affections associées à un excès de globules rouges, une surcharge en fer ou certains troubles sanguins. La fréquence et le volume des séances de phlébotomie thérapeutique sont déterminés par l'état du patient et les objectifs du traitement. Numéro 4. Une cage pour bébé était utilisée au début du XXe siècle afin de fournir de l'air frais et de la lumière du soleil aux bébés vivant en milieu urbain.
L'idée derrière ces cages était de permettre au bébé de passer du temps à l'extérieur tout en étant enfermé en toute sécurité dans une structure en forme de cage fixée à l'extérieur d'un bâtiment, généralement à l'extérieur d'une fenêtre. Ils étaient principalement utilisés dans les villes densément peuplées où l'accès aux espaces extérieurs et aux jardins était limité. De plus, ils ont été présentés comme une solution pour les familles vivant dans des appartements ou des immeubles d'habitation sans accès à une cour ou à un jardin. Elles étaient généralement constituées de treillis métalliques ou de métal et conçues pour être solidement fixées à l'extérieur du bâtiment. Le concept derrière les cages a été considéré comme un moyen de fournir un espace sûr permettant aux bébés de jouer et d'explorer sous la surveillance de leurs parents. S'ils étaient utilisés par certaines familles au début du XXe siècle, ils n'étaient pas sans controverse. Les critiques ont exprimé des inquiétudes quant à la sécurité et au bien-être des bébés. Numéro 3. Memento mori est une expression latine qui se traduit par « rappelez-vous que vous devez mourir ». C'est un concept présent tout au long de l'histoire et associé à la réflexion sur la mortalité et la nature éphémère de la vie. L'expression rappelle le caractère inévitable de la mort et encourage les individus à réfléchir au sens et au but de leur vie. Dans l'art, le memento mori est souvent représenté à travers divers symboles et images. Les symboles courants incluent des crânes, des sabliers ou des horloges, des bougies éteintes et des fleurs fanées. Ces symboles représentent le passage du temps, l'impermanence de la vie et le rappel que la mort est une réalité inévitable. Ce concept a été exploré dans divers contextes culturels et religieux. Dans le christianisme par exemple, il a été utilisé comme rappel visuel de la mort et de la nécessité d'une préparation spirituelle. Il est souvent associé à la phrase « Souviens-toi, homme, que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière », prononcée lors des cérémonies du mercredi des cendres. Au XVIIe siècle, un genre de nature morte appelé vanitas, étroitement lié au memento mori, a émergé. Les peintres vanitas présentaient des objets symbolisant le caractère éphémère de la vie, tels que des crânes, des sabliers, des instruments de musique, des livres et des fruits en décomposition. Numéro 2. Pendant les années de guerre, en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque les bas en nylon et en soie étaient rares en raison du rationnement et de la réaffectation des ressources pour l'effort de guerre, les femmes se sont tournées vers une technique appelée bas peint ou bas liquide pour créer l'illusion de porter des bas. Cette pratique consistait à appliquer du maquillage ou du fond de teint liquide dans une teinte chair sur les jambes pour donner l'impression de porter des bas. La technique des bas peints est devenue populaire comme alternative aux bas traditionnels. Les femmes appliquaient avec diligence du maquillage ou du fond de teint liquide sur leurs jambes pour créer l'illusion de porter des bas. Pour renforcer l'effet, certains ont utilisé un crayon à sourcils ou un eyeliner pour tracer une ligne ressemblant à une couture le long de l'arrière de la jambe. Des bouteilles de bas liquide sont devenues disponibles dans les salons et les grands magasins aux États-Unis à partir d'août 1941. Ces produits étaient présentés comme un moyen permettant aux femmes de conserver la soie et de contribuer à l'effort de guerre. Les publicités affirmaient qu'une bouteille moyenne de bas liquide contenait environ 24 paires de bas. Numéro 1. Au Moyen-Âge, il était courant que les gens aient un rythme de sommeil appelé sommeil segmenté ou sommeil biphasique. Ce modèle de sommeil impliquait deux périodes de sommeil distinctes au cours de la nuit, avec une période d'éveil entre les deux. Selon les récits historiques, les gens se couchaient généralement au coucher du soleil ou peu après le coucher du soleil. Et ils dormaient pendant quelques heures, souvent appelé le premier sommeil. Après un réveil naturel, ils sont restés éveillés pendant quelques heures, durant lesquelles ils se sont livrés à diverses activités, telles que prier, lire ou passer du temps en famille. Après la période d'éveil, les gens se rendormaient pour le deuxième sommeil, qui durait jusqu'au matin ou à l'aube. La durée de la période d'éveil variait en fonction de facteurs tels que les préférences personnelles, les obligations sociales et la disponibilité d'un éclairage artificiel. Cependant, le concept de deux périodes de sommeil ne se limite pas au Moyen-Âge. Les récits historiques suggèrent que ce mode de sommeil était courant dans diverses cultures et époques avant l'utilisation généralisée de l'éclairage artificiel. On pense que l'avènement de l'éclairage électrique et le mode de vie moderne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ont progressivement modifié les habitudes de sommeil vers une période de sommeil consolidée et ininterrompue.
Il est important de noter que le modèle de sommeil biphasique n'était pas universel et que les habitudes de sommeil individuelles pouvaient varier. Selon vous, quelle est la chose la plus étrange qui ait été faite dans le passé? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.